Donc, comme on le disait dans la vidéo précédente, Gombrich affirme que l'art avec un grand A n'existe pas en tant qu'abstraction et que ce n'est que par les artistes et par leurs actes de création qui donnent lieu à des œuvres d'art justement, qui ont de la valeur. Il n'y a que les artistes donc qui comptent, qui ont une véritable valeur parce que et une véritable existence. Alors étant donné que Gombrich part de ce postulat, on pourrait presque se dire que le titre de son ouvrage, Histoire de l'art, aurait tout aussi bien pu être sous-titré avec et par l'histoire des artistes. Parce que c'est vrai que le prisme de réflexion de Gombrich, c'est l'homme. Enfin, plutôt les hommes. C'est pas l'homme avec un grand H, justement. C'est vraiment les hommes, enfin les artistes, pris dans leur individualité propre, dans leur incarnation et dans leurs actes. Et donc c'est une histoire très humaine que Gombrich nous propose, et pas du tout une histoire conceptuelle avec des termes et des idées un peu fumeuses. C'est pas du tout quelque chose d'académique, en tout cas. On est vraiment dans le concret, quoi. Et en tout cas, c'est ça qui ressort en premier dans l'ouvrage, et dans cette introduction, c'est la teinte et le ton d'une authenticité réelle qui traverse tout l'ouvrage. D'ailleurs, ce ton est doublé d'une atmosphère, il faut le dire, mais presque amicale et qui met à l'aise tout de suite. Ça, c'est vraiment c'est incroyable. Gombrich ne rabaisse jamais le lecteur avec des concepts académiques ou un jargon qui peut être déstabilisant. Il y a vraiment un franc-parler dans tout l'ouvrage et une réflexion saine, intelligente et humble, je pense. Ça, c'est vraiment un point capital, je trouve, dans cet ouvrage. C'est assez touchant d'ailleurs d'être confronté à ce genre de style d'écriture et de pensée, je veux dire, dont on sent que les pensées ne sont pas contrefaites. Ça donne tout de suite un souffle, enfin on sent que ça respire en tout cas une sincérité qui est très simple en plus, mais qui ne retire en rien à l'ouvrage son caractère génial, soit dit en passant. Et ça, c'est touchant et rassurant aussi, je trouve. En tout cas, comme on le disait, ce qui intéresse Gombrich, c'est moins l'art avec un grand A que les artistes et leurs œuvres. Alors les artistes, parlons-en. Gombrich fait d'une pierre deux coups ici, parce que encore dans ses premières phrases, dans ses premières lignes, il donne d'emblée l'étendue historique sur laquelle il va travailler dans tout l'ouvrage, il donne les bornes historiques, mais en plus, il mentionne le terme d'artiste sans définir, sans définition. Il évite de définir explicitement, en tout cas pour l'instant, ce que c'est que pour lui l'artiste. Il a cette phrase, en des temps très lointains, ce furent des hommes qui, à l'aide d'un morceau de terre coloré, ébauchaient les formes d'un bison sur les parois d'une caverne. De nos jours, ils achètent des couleurs et font des affiches. Dans l'intervalle, ils ont fait pas mal de choses. Je trouve ça quand même incroyable. Dans l'intervalle, ils ont fait quand même pas mal de choses. Donc en gros, Gombrich, on le comprend, dans son œuvre, il va commencer par les hommes des cavernes et il va arriver jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça peut peut-être paraître un peu psychotique de ma part comme ça de vouloir s'acharner à trouver des définitions partout. Certes, mais quand même, il faut bien voir, ici, dans cette introduction, il n'y a pas de définition de l'art, il n'y a pas de définition de l'histoire, avec un grand H, je veux dire, et il n'y a pas de définition de l'artiste. Et ça n'est absolument pas du tout une critique péjorative ou négative, ce que je suis en train de dire ou de faire, c'est juste un constat. Parce que Gombrich, à côté de ça, il a l'art, justement, de faire deviner en filigrane sa définition de ces concepts, de ces concepts-là. Et ça, sur tout l'ouvrage. Et ça, c'est quand même sacrément balèze. Il se refuse à donner d'emblée une définition de 3-4 lignes. Non, là, le bouquin, il fait à peu près 640 pages. Et on va passer par tout ça pour bien saisir ce qu'il entend par le mot artiste, justement. Il va falloir qu'on passe par tout ça pour qu'on saisisse bien ce concept. Alors parfois, il donne des pistes de définition qui restent toujours très nuancées, sans jamais être catégoriques d'ailleurs, comme là dans la phrase qui vient juste après. Il n'y a aucun inconvénient à nommer art, donc là on parle de presque d'une définition, il n'y a aucun inconvénient à nommer art avec une minuscule, l'ensemble de ces activités, à condition toutefois de ne jamais oublier que le même mot recouvre 100 choses diverses, se situant différemment dans le temps et dans l'espace. Alors quand même, oui, donc dans le texte, comme je disais, le mot art est en minuscule parce qu'il le comprend comme une activité. Le A avec une majuscule, le concept, pour lui, ça n'a pas de sens. Et en tout cas, pas de valeur.
Et étant donné que Gombrich déploie sa réflexion sur l'art par l'expérience humaine de l'artiste, eh bien dans la même veine, il passe naturellement dans son introduction au spectateur, qui est la deuxième personne, le deuxième humain qui a à voir avec l'œuvre d'art et qui a une expérience humaine avec elle, qui peut être d'ailleurs très forte. Et alors là, Gombrich analyse un peu l'expérience du spectateur, et il est assez indulgent avec lui, avec le spectateur, enfin en tout cas au début de l'introduction. Mais en même temps aussi, plutôt catégorique. Alors je vais vous lire une citation que je coupée parce que je squeeze tout un paragraphe, c'est 2 phrases. Alors, je cite: En fait, je ne pense pas qu'il existe de mauvaises raisons d'aimer une statue ou un tableau. Et plus loin, il dit: il y a certainement de mauvaises raisons de mépriser une œuvre d'art. Voilà, alors pour Gombrich, peu importe le spectateur, il n'y a pas de mauvaises raisons pour laquelle ou pour lesquelles on peut aimer une œuvre d'art. Ça peut nous rappeler des souvenirs personnels, ça peut être simplement parce que on trouve juste ça beau, sans explication plus avancée que ça. Mais en revanche, si on répugne, si on est dégoûté ou qu'on éprouve de la répulsion vis-à-vis d'une œuvre d'art, là, Gombrich nous dit bien que c'est à nous, en tant que spectateurs, de faire un effort et de ne pas se laisser aller à des considérations irréfléchies ou des expériences personnelles. Là, bien sûr, dit comme ça, on pourrait penser à des réactions face à de l'art contemporain, mais Gombrich est un peu plus malicieux que ça, parce qu'il prend un exemple un peu insolite. Il écrit mais lorsque quelque souvenir incongru vient fausser notre jugement, lorsque par exemple nous nous détournons instinctivement d'une peinture figurant un admirable paysage alpin, parce que nous avons horreur de grimper, il devient nécessaire de bien examiner les raisons d'une aversion qui gâche un plaisir que nous aurions normalement dû éprouver. Et c'est exactement ça, sans doute, le message qu'il faut en tirer. On se gâche un plaisir, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors, comme disait Gombrich, comme on disait, pardon, selon Gombrich, il n'y a pas de mauvaises raisons pour aimer une œuvre d'art. En revanche, il y a certainement de mauvaises raisons pour les mépriser ou les répugner. Et Gombrich, du coup, revient sur un peu le pourquoi, ou plutôt sur le quoi. Qu'est-ce qu'on aime dans une œuvre d'art? Parce que le côté ne pas aimer une œuvre d'art, la répugner, c'est considéré par Gombrich presque comme illégitime. C'est au spectateur de faire un effort sur lui-même si nécessaire pour ne pas gâcher son expérience à cause de ses a priori. Parce que ce serait dommage. Et Gombrich se demande donc, qu'est-ce qu'on aime dans une œuvre d'art? La plupart du temps, c'est vrai que ce qu'on aime trouver dans une œuvre d'art, c'est une belle représentation de ce qu'on trouve beau dans ce qu'on voit autour de nous, dans le réel, enfin dans ce qu'on voit dans la nature, dans ce qui nous entoure, que ce soit un coucher de soleil ou bien la représentation d'un visage. Ça, c'est tout à fait légitime et presque naturel d'aimer ce genre de représentation du réel. Et là, Gombrich illustre ça par un tableau de Rubens quand il a dessiné son fils. C'est vrai que c'est quand même un magnifique dessin. Et là, Gombrich nous dit: le grand peintre flamand était fier de la beauté de son enfant, il désirait certainement nous le faire admirer. Là, effectivement, l'enfant est beau naturellement, et c'est une belle représentation, en plus, de ce qui est beau, manifestement, à l'état naturel. Mais là, Gombrich fait un pas de côté et nuance ses propos, parce que bon, ok, représenter le beau d'une belle façon, c'est presque toujours agréable à regarder. Mais qu'est-ce qui se passe si l'artiste représente quelque chose qui peut être naturel, hein, et dans le réel, mais qui n'est pas forcément plaisant à regarder? Et voilà, Gombrich met en parallèle le dessin de Rubens, là qu'on vient de tout à l'heure, le fils, avec une œuvre de Dürer, donc le peintre allemand du XVIe siècle, qui a peint, lui, le portrait de sa mère, que voici. Donc voilà, ça, ce n'est peut-être pas la chose la plus plaisante à regarder, enfin c'est pas le portrait le plus plaisant à regarder, j'imagine, mais Gombrich écrit ces lignes que je vais vous lire et que je trouve très juste. Il tire une analyse vraiment pas mal. Le grand peintre allemand Albrecht Dürer a sans doute dessiné le portrait de sa mère avec autant d'amour et de dévotion que Rubens retraçant le visage de son fils. Cette étude pénétrante de la vieillesse sur le déclin peut nous heurter, mais si nous luttons
contre cette répugnance instinctive, nous en serons grandement récompensés. Car dans sa terrible sincérité, le dessein de Dürer est un chef-d'œuvre. Ça, et là Gombrich tire sa conclusion, qui est en fait une ouverture sur le travail qu'il va mener par la suite. Nous comprendrons assez vite que la beauté d'un tableau ne coïncide pas forcément avec l'agrément de son sujet. Ça, je pense que c'est l'un des messages principaux du début de cette introduction. Après tout le passage sur l'art et les artistes, c'est vraiment cette phrase « La beauté d'un tableau ne coïncide pas avec l'agrément du sujet ». Voilà, on peut très bien rester scotché, être ébloui et même ému par la représentation de quelque chose qui n'est pas forcément beau en soi. En tout cas, voilà, la beauté d'un tableau ne coïncide pas forcément avec l'agrément et donc la beauté de son sujet. Mais Gombrich ne s'arrête pas là. Il en remet une couche avec un tableau de Murillo, cette fois-ci, les enfants jouant au dé. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces enfants sont beaux? Alors, Gombrich les appelle d'ailleurs des gamins locteux. Et bien, c'est pas sûr que dans le réel, en tout cas, je veux dire, pas le tableau, hein, mais ces enfants, les vrais enfants en chair et en os, quand ils ont servi de modèle au temps T, eh ben, c'est vraiment pas évident de dire s'ils étaient beaux à regarder comme sujet. Si on était passé à côté dans la rue à l'époque, ça n'est vraiment pas évident qu'on se serait retourné ou arrêté pour admirer leur beauté. Mais les enfants représentés, ceux qui sont sur le tableau, eux, ceux qui sont peints, par leur pose, leur regard, leur gestuelle, la couleur de leur chair, leur gestuelle presque sensuelle, bien ils ont quand même, et Gombrich introduit pour la première fois à ce moment-là ce terme, ils ont infiniment de charme. Le charme, ça c'est un concept vraiment intéressant. Parce que ce qui possède du charme, c'est justement, par définition, ce qui attire et ce qui plaît. Bon, alors là, Gombrich ne s'attarde pas, sur la définition du mot charme, et il a sans doute raison, parce que ça n'est pas son sujet, mais je trouve que c'est quand même intéressant de s'intéresser justement à ce mot 2 minutes, parce qu'il se trouve que le mot charme, étymologiquement, ça vient de Carmen, donc comme le nom de l'opéra de Bizet d'ailleurs, qui en latin, Carmen, veut dire non seulement une chanson, mais aussi et surtout une formule magique. Et ça veut tout dire de ce que représente le mot charme dans la culture occidentale. Quand on dit jeter un charme, c'est exactement comme jeter un sort. Quand on dit qu'on est sous le charme de quelque chose ou de quelqu'un, c'est la même signification originelle que d'être comme ensorcelé presque par un sort magique. Et vous voyez, alors, dans le langage courant, on n'a pas forcément l'occasion de confronter et de mettre en parallèle ces expressions qui révèlent bien, je trouve, la définition de ce mot. Avoir du charme, être sous le charme, jeter un charme. Eh bien, tout ça, ça vient du Carmen latin. Donc, une incantation, une chanson, une formule magique. Et donc, parce que la magie a ce caractère extrêmement mystérieux, parfois on est bien incapable de dire pourquoi on trouve quelqu'un ou quelque chose charmant. Quand on dit « Ah, je ne le trouve pas très beau, mais il a du charme. Il a du charme. » Et ça vient du fait que ce mot charme est à l'origine lié intrinsèquement à une nature très mystérieuse, énigmatique et inexplicable comme la magie. Voilà. Et Gombrich a été très malin, je trouve, d'introduire ce terme de charme à ce moment précis, parce qu'il aurait très bien pu l'introduire pour la première fois pour décrire un beau visage. Mais là, il l'introduit pour la première fois au moment où, justement, il s'écarte de la notion de beau. Et là, la leçon qu'on tire immédiatement, c'est effectivement que ce qui a du charme n'est pas forcément beau. Et ça peut être une raison, peut-être pour une raison inexplicable, qui n'a d'ailleurs peut-être pas besoin d'être expliquée quand on en fait l'expérience, quand on fait l'expérience du charme. Et Gombrich continue d'ailleurs, en tout cas, et il surenchérit parce que ce qui a du charme et ce qui peut être séduisant, alors lui il utilise l'expression être d'une grande séduction. D'ailleurs, au passage, je suis désolé de revenir là-dessus, mais il se trouve que le verbe séduire vient du latin seducere, qui signifie détourner du droit chemin. Alors vous voyez, entre la magie d'un côté et presque une forme d'influence manipulatrice de l'autre qui détourne du droit chemin, voilà quoi, on est bien dans l'étymologie des mots. Et donc Gombrich, donc je disais, continue et il surenchérit avec un tableau de Hoche. Voilà, intérieur avec une femme pelant des pommes. Bon, l'enfant, là, à gauche, il semble juste complètement indifférent. Enfin,
je veux dire, sans parler de la scène que le peintre représente, enfin, c'est quand même une femme qui pèle des pommes. On a déjà vu plus intéressant comme sujet dans la peinture. Oui, peut-être, mais il y a quand même quelque chose qui se dégage de ce tableau, sans parler du jeu de lumière, des couleurs, des effets qui sont éblouissants. Enfin, quand on regarde un peu, c'est juste hallucinant, quoi. Alors que le sujet semble d'une simplicité sans intérêt. Quand vous regardez la lumière, là-haut, en haut à droite, qui passe par la fenêtre et qui arrive sur le mur et le miroir, enfin, c'est juste dingue. Puis le foyer du feu aussi qui se reflète sur le carrelage, les dorures de la cheminée qui se détachent comme ça. Enfin, on sent le métal, on sent l'or à plein nez, quoi. Mais c'est surtout, je trouve, la candeur du regard de l'enfant qui trouve son écho dans la réponse des yeux bienveillants de la femme assise. C'est tellement touchant. Et sans parler de la délicatesse du geste de l'enfant qui tient entre les mains quelque chose de si fragile qu'une peau de pomme. C'est l'une des choses les plus fragiles qu'on connaisse, je pense. Une peau de pomme, une chapelure de pomme. Donc finalement, ce qui a du charme, ce n'est pas forcément ce qui est beau. Et en plus, ce qui a du charme, ça peut être quelque chose d'assez insignifiant en apparence. Et Gombrich dit d'ailleurs, à propos de ce tableau, c'est un tableau magnifique et d'une grande séduction. Après, il ne faut pas le prendre comme un argument d'autorité, hein, mais il y a sans doute, je pense, beaucoup de vrai là-dedans. Et c'est vrai que c'est quand même un tableau magnifique et d'une grande séduction. D'ailleurs, Gombrich, pour bien contrer la reproche qu'on pourrait lui faire d'un argument d'autorité, admet lui-même, je pense implicitement, juste après que, quand il utilise le terme de magnifique, ça n'a pas une portée de véracité universelle, parce que, juste après, comme je disais, il le dit lui-même, et je vais dire ça, la notion de beauté a ceci d'inquiétant que le goût et les canons du beau varient à l'infini. Et oui, c'est inquiétant. Comment définir le beau si celui-ci change tout le temps? Alors après, on peut toujours se dire que le beau, ça n'est qu'une sensation subjective, propre à chacun, et pas forcément un attribut objectif d'un objet ou d'une œuvre d'art, mais quand même, on est bien embêté. Alors, d'ailleurs, juste au passage pour clarifier, quand je disais tout à l'heure que Gombrich s'éloignait de la notion du beau dans les tableaux précédents et qu'il introduisait son le mot de charme, je parlais du sujet des tableaux, hein, et pas des tableaux eux-mêmes qui restent assurément beaux dans leur réalisation et dans leur représentation. Bref, en tout cas, le beau, ça varie, ça change, ça évolue dans le temps, mais aussi dans l'espace, je veux dire géographiquement. Parce que là, Gombrich est encore malin, il ne s'arrête pas sur le fait que le beau varie avec le temps. Parce que là, l'exemple un peu, j'allais dire un exemple un peu tarte à la crème, par excellence, c'est les Grâces et les femmes de Rubens. Et là, le nombre de fois où on nous sort que, ah oui, on préférait les femmes beaucoup plus enveloppées à l'époque, c'était le canon de beauté. Bon, certes, mais Gombrich, lui, il s'intéresse pas tellement, en tout cas ici, à la confrontation des époques et de leurs canons de beauté respectifs, parce que, bon, de toute façon, son ouvrage traite quand même de long en large de ce sujet, entre autres. Donc là, il fait une confrontation entre deux représentations de la même époque, mais pas au même endroit. Pas géographiquement au même endroit. Alors, ce sont des anges qui jouent du luth, etc., et qui ont été peints tous les deux au XVe siècle. Mais pas du tout au même endroit. Enfin, pas du tout, c'est en Europe, mais c'est pas au même endroit. Et donc, pas avec les mêmes traditions de représentation. D'un côté, voilà, on a un ange de Melozzo da Forlì, et de l'autre, c'est un ange, enfin ce sont des anges, en fait c'est un cortège d'anges, pardon, qui ont été peints par Memling. Donc tout ça au XVe siècle. Ah ben, quand on est face à ça, effectivement, Gombrich nous dit bien qu'on va être beaucoup à préférer l'ange de da Forlì, donc l'ange de gauche. Et ça n'est pas une honte d'ailleurs, parce que c'est vrai que là, il y a un charme évident qui se dégage, il y a aussi une forme de grâce réelle, d'autant plus que on est dans le thème religieux, donc le mot de grâce est très bien choisi par Gombrich. Et en tout cas, Gombrich n'analyse pas plus que ça pourquoi est-ce qu'on pourrait trouver l'ange de da Forlì plus charmant et plus gracieux que celui de Memling, parce que bon, voilà, c'est un peu commun, et qu'on le sent bien qu'il y a quelque chose de jeu des couleurs, le caractère très léger, très aérien, il y a un caractère presque éthéré de cet ange, avec en plus cette auréole au-dessus des cheveux qui flotte là, comme ça. Mais en ce qui concerne l'ange de Memling, là, c'est peut-être beaucoup plus intéressant. Gombrich nous dit à son propos, je cite,
Peut-être faut-il un peu plus d'attention pour saisir la beauté qu'exprime l'ange de Memling, mais lorsque sa subtile gaucherie aura cessé de nous gêner, il nous semblera parfaitement adorable. Adorable, ça aussi c'est un terme sans doute judicieusement utilisé par Gombrich dans ce cadre religieux, comme où on peut adorer une divinité. En tout cas, c'est sans doute vrai là encore, il faut parfois du temps et peut-être un effort pour passer outre les a priori qu'on pourrait avoir face à cet ange de Memling pour en saisir la beauté. La beauté. Et là, ça nous montre bien qu'il y a certaines œuvres qui nous sont plus faciles d'accès que d'autres. Parfois, on est dans l'immédiateté de leur compréhension, on saisit tout de suite leur portée et leur beauté. C'est limpide, parfois pas du tout. Parfois, on est ému d'un coup et parfois, on a beau chercher, on ne trouve pas. Eh bien oui, parce que parfois, ça demande plus d'efforts et c'est normal. Il ne faut pas se sentir, d'ailleurs, il le dit bien Gombrich, il ne faut pas se sentir exclu ou écarté parce qu'on n'arrive pas à saisir directement et sans effort une œuvre qui ne nous parle pas forcément de prime abord. Et Gombrich rebondit là-dessus d'ailleurs, parce que là il faisait une comparaison entre deux tableaux qui représentaient des anges et leur visage. D'abord, le visage qui est par excellence le lieu de l'expression. Et là Gombrich nous le dit clairement, en fait, c'est souvent l'expression d'une figure peinte qui nous la fait aimer ou détester. Là Gombrich utilise et illustre son propos en faisant une comparaison entre un Christ représenté par Guido Reni au XVIIe siècle et un Christ d'un maître toscan du XIIIe siècle. Et bien là, clairement, l'expression du Christ de Régnier est beaucoup plus limpide et beaucoup plus compréhensible, a priori en tout cas, que celui du maître toscan. Et donc on peut être beaucoup plus facilement ému par cette représentation du Christ souffrant, avec, là je cite Gombrich, avec tout le rayonnement de la passion du Christ, bien sûr. Et ça donne lieu, en plus, à une intensité dans l'expérience du spectateur qui est sans doute plus importante et plus transparente que celle que peut générer le Christ du maître toscan. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas s'intéresser à des peintures comme celle de ce maître toscan qui sont moins faciles à comprendre sans doute et qui peuvent nous paraître un peu plus austères a priori en tout cas. Et là Gombrich nous fait presque une promesse à propos de l'un des résultats que la lecture de son ouvrage va nous offrir, c'est qu'on va développer et peut-être aussi éduquer notre goût. Et il le dit comme ça, lorsque nous aurons bien pénétré ces différentes manières de s'exprimer, peut-être même en viendrons-nous à donner la préférence à des œuvres d'art d'un sentiment moins directement évident, plus secret que celui de Guido Reni. Et ben ouais, souvent on commence en aimant juste le chocolat au lait, c'est très facile d'accès. Pour le goût, en tout cas, on aime beaucoup. On adore ça, et puis un jour, soit on en a marre, soit on éduque notre palais et on va se mettre à aimer ce qu'on détestait avant, le chocolat noir. Bon, l'exemple n'est peut-être pas fameux, c'est le mien, mais ça vaut ce que ça vaut. Je vais rebondir sur une phrase de Gombrich. Du coup, il en est donc des spectateurs qui savent apprécier des œuvres peintes ou sculptées qui leur laissent quelque chose à pénétrer et sur quoi méditer. Et Gombrich décrit d'ailleurs, on peut tout à fait trouver très émouvantes des œuvres qui laissent des choses à méditer, comme par exemple des œuvres primitives, où les artistes de l'époque qui n'avaient pas encore acquis ou qui n'avaient pas encore appris beaucoup de techniques essayaient quand même de se démener pour représenter ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pouvaient représenter. Ça peut être extrêmement émouvant et touchant. Après, bien sûr, c'est vrai que quand on considère une époque plus récente, quand on regarde un tableau donc d'une époque plus proche de la nôtre, on peut tout à fait aussi entrer en admiration devant une œuvre qui a l'air vraie. Voilà, une œuvre qui a l'air vraie. Ça, c'est souvent ce qu'on recherche dans les œuvres d'art et qui, en tout cas, représente le réel de façon quand même assez stupéfiante parfois grâce à une technique époustouflante. Et Gombrich est tout à fait d'accord avec ça et il donne feu vert, quoi. Tout comme il le disait au début, il n'y a aucune mauvaise raison pour aimer une œuvre d'art. On peut toujours, il n'y a que des bonnes raisons pour aimer une œuvre d'art. Et là,
il ne faut pas croire que entrer en admiration devant la technique d'un artiste pour représenter le réel, ce soit une forme d'admiration un peu basse ou superficielle. Pas du tout. Parce que la patience et l'habileté, comme écrit Gombrich, qu'il a fallu à ces artistes pour peindre certains chefs-d'œuvre est juste dingue, et remarquable, et digne d'être remarqué et admiré. Là, Gombrich fait appel à Dürer, avec son fameux lièvre mondialement connu qu'il a peint au tout début du XVIe siècle. Enfin, c'est hallucinant quand vous regardez ça. C'est hallucinant. J'aimerais rajouter un autre tableau. Alors, bon, ça n'est pas dans cette introduction, c'est toujours un tableau de Dürer qu'il a peint 10 ans après ce lièvre. J'ai eu la chance de le voir et c'était assez incroyable. C'est une aile d'oiseau. Voilà. Et moi, je suis vraiment resté bouche bée devant ça. C'est juste dingue, quoi. C'est hallucinant. Après, comme le dit bien Gombrich, ça n'empêche pas que il n'y a pas que les œuvres infiniment détaillées et proches du réel qui sont à admirer. Si vous prenez cet éléphant de Rembrandt, alors là, bien sûr, il y a moins de détails. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est moins remarquable? Eh bien, sans doute pas. Et même pas du tout, selon Gombrich, parce que, et là je vais encore citer ce cher Gombrich, Rembrandt était un tel magicien qu'il a su nous donner en quelques traits de pierre noire la sensation de la peau ridée de l'éléphant. Voilà, juste en quelques traits, il réussit à produire cette sensation, quoi. C'est impressionnant, et d'ailleurs un peu troublant aussi. Alors vous voyez, d'un côté, à gauche, on a du perfectionnisme qui frise le fanatisme et qui donne un résultat époustouflant de réalisme, et de l'autre, on a la simplicité d'un trait presque improvisé, presque un brouillon, et qui pourtant prend vie en prenant forme et matière, on a l'impression. C'est fou, c'est génial. Mais bon, là quand même, dans les deux cas, on reste dans une volonté de représentation du réel et de vouloir donner au spectateur cette sensation qui lui fasse dire ou penser en tout cas, ah ouais, ça a l'air vrai, ça correspond au réel, ça a l'air vrai, c'est vraiment la bonne expression je pense. Mais alors, quand on est en revanche face à une œuvre qui n'a pas été réalisée pour avoir l'air vrai, et on le comprend tout de suite hein, quand on est face à l'œuvre, à ces œuvres en question, souvent une œuvre moderne d'ailleurs, alors là, ça y va sur les critiques, hein, ça fuse. Et il y a d'ailleurs beaucoup plus de critiques dans le grand public contre ces œuvres qui ne se veulent pas réalistes que contre celles qui se veulent réalistes mais qui ne le sont pas parfaitement, j'allais dire, comme l'éléphant de Rembrandt. Et l'une des critiques qui revient le plus souvent quand il s'agit d'œuvres modernes qui n'ont pas comme but d'être réalistes, l'une des critiques qui revient souvent donc, c'est que l'artiste qui fait ça, et là je cite Gombrich, aurait dû en savoir plus long. Ah bah ouais, il y a eu Léonard de Vinci, il y a eu Rembrandt, il y a eu Dürer, il y a eu Michel-Ange, etc. Et en plus, c'était il y a des siècles. Et là, on nous sort un truc comme ça, sans qu'une tête. Alors Gombrich ne parle pas ici de l'abstrait pour l'instant. Il parle juste des œuvres qui déforment le réel, donc qui ont quand même un socle de réalité, mais qui ne visent pas le réalisme. Mais ces déformations de la nature, il faut bien comprendre qu'elles sont voulues par l'artiste. Et ça n'est pas du tout quelque chose fait au hasard ou par manque de technique. Et là, je cite Gombrich, quiconque, c'est un exemple un peu, ça, je trouve ça génial, quiconque a vu un dessin animé ou simplement des caricatures, sait bien qu'il est souvent juste de dessiner les choses différentes de ce qu'elles paraissent, de les modifier, de les déformer d'une manière ou d'une autre. Si Mickey Mouse ne ressemble pas à une vraie souris, à la manière d'une photographie d'un album de famille, qui songerait à s'en plaindre? Ah ben, certes, ça c'est vraiment génial, mais certes, on pourrait très bien le répondre et rétorquer que quand on regarde un dessin animé, on n'est pas là pour regarder de l'art, c'est du divertissement, quoi, et on n'y pense même pas à l'art, quoi. On se laisse juste aller, on ne réfléchit pas. Et là, Gombrich va nous répondre, en regardant ces films, donc les spectateurs, en regardant ces films, les spectateurs laissent à la porte les préjugés dont ils aiment à s'encombrer lorsqu'ils visitent une exposition d'art contemporain. Et si un artiste moderne se permet de dessiner quelque chose à sa façon, il sera bien vite considéré comme un bousilleur incapable. Un bousilleur incapable. Là, je pense que vous avez vraiment, en deux mots, le résumé de la quasi-totalité des critiques qui sont faites contre certaines œuvres modernes. Un bousilleur
il détruit, il ruine, il dégrade, enfin il bousille le réel et l'art avec un grand A et une toile en plus puisqu'il la gâche. Et un incapable, il ne sait rien faire, il ne sait pas aligner de traits, c'est maladroit, en plus il doit être sans doute détraqué, mais en tout cas il est incapable, il ne sait pas peindre, ça ne peut pas être un artiste. Voilà en gros, selon Gombrich, oui, de quoi sont constituées beaucoup de critiques. En réalité, on va bien voir que toutes ces critiques sont souvent complètement infondées, voire fausses, et en particulier en ce qui concerne le terme d'incapable. Gombrich répond d'ailleurs ceci: quoi que nous puissions penser des artistes modernes, nous pouvons en tout cas leur accorder le minimum de savoir nécessaire à un dessin correct. Et là, il fait appel à l'un des artistes modernes les plus connus et controversés, sans doute encore aujourd'hui, c'est Pablo Picasso. Voilà. Parce que quand on dit Picasso, le plus souvent, on a en tête des figures défigurées, des trucs incompréhensibles qui vont dans tous les sens. Et là, pourtant, il se trouve que Picasso sait peindre, enfin dans le sens où il sait bien représenter le réel sur une toile. C'est même assez troublant et poignant. Alors là, Gombrich nous propose cette œuvre. C'est une poule avec ses poussins qu'il a réalisée dans le cadre d'une illustration pour l'histoire naturelle de Buffon. Mais je voudrais vraiment vous en montrer d'autres aussi avec d'autres œuvres de Picasso pour bien insister sur le fait que si Picasso a réalisé des œuvres qui peuvent sembler bizarres et ésotériques, il l'a fait pour une raison. Alors là, voilà, on a des œuvres qui sont issues de son époque catalane, juste pour donner une idée de ce qu'était capable de faire Picasso à côté de ce qu'on connaît majoritairement de lui. Voilà, c'est quand même assez stupéfiant. Pour revenir rapidement à ce que nous propose Gombrich avec cette poule et ses poussins, enfin c'est quand même d'un réalisme criant. C'est réaliste. Mais voilà, à côté de ça, vous avez aussi ce jaune coq, voilà, que Picasso a peint, alors d'ailleurs qu'il a peint avant la poule et les poussins. Et là, c'est pas réaliste du tout. Oui, mais ça n'est pas le but d'être réaliste. Et Gombrich écrit bien que Picasso ne s'est pas contenté du simple rendu de la silhouette de l'animal. Il a voulu mettre en relief son caractère agressif, son insolence stupide. En somme, il a eu recours au procédé de la caricature. Car c'est bien une caricature qu'il a faite, et d'une singulière puissance. Ce que nous dit Gombrich, ce qu'il nous dit bien, c'est que par la caricature et par une représentation déformée du réel, un artiste peut réussir à faire ressortir et accentuer un aspect particulier de la réalité qu'il représente. Ici, avec ce coq, c'est, comme il l'écrit, l'agressivité et l'insolence stupide de l'animal. Donc il faut toujours, quand on est face à une œuvre qui nous semble incorrecte, se demander, mais pourquoi est-ce que l'artiste a fait ça, quoi ? Et là, Gombrich nous promet qu'on va y voir plus clair dans les chapitres à suivre et qui y sont destinés. Donc vraiment, en tout cas, première chose à se demander quand on est face à une œuvre comme ça, est-ce que l'artiste qui a réalisé ça n'a pas eu ses raisons d'apporter des modifications aux apparences? Et ensuite, une autre question qu'il faut sans doute se poser selon Gombrich, c'est est-ce que nous, en tant que spectateurs, est-ce qu'on est bien sûr d'avoir raison, avant même de condamner l'artiste? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, de façon instinctive et sans aucune réflexion, on se dit « Ah oui, bon, mais ça ne correspond pas du tout au réel, les choses sont pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas de l'art, machin. » Gombrich répond une chose assez subtile, enfin vraiment, il faut bien la comprendre cette phrase. Assez étrangement, parce que c'est vrai que c'est étrange, assez étrangement, il nous semble toujours que la nature doit correspondre aux images auxquelles nous sommes habitués. C'est drôle, et Gombrich le dit d'ailleurs, c'est assez étrangement, parce qu'il y a un renversement de la logique là, apparemment. Parce qu'on aurait tendance à se dire, normalement, que ce sont les représentations du réel qu'on fait, enfin, en tout cas, ce sont les représentations qu'on fait et que les artistes font du réel et de la nature, qu'on connaît et auxquelles on est habitué, qui doivent ressembler à la nature. Mais en réalité, c'est parfois l'inverse qui se produit et c'est extrêmement pernicieux. C'est la nature, elle, qui doit ressembler, j'allais dire, qui doit se plier aux images auxquelles nous sommes habitués. Et là, Gombrich nous parle d'un exemple, bon, certes anecdotique, mais qui est cuisant de véracité. Alors, là, je ne peux pas m'empêcher de lire toute l'anecdote qu'il raconte. Alors, ça parle des chevaux et de la représentation des chevaux jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, c'est parti. Durant des siècles
Des foules de gens aux courses ou à la chasse ont observé des chevaux au galop. Des foules de gens ont pris plaisir à des tableaux ou à des gravures montrant des chevaux galopant derrière une meute ou dans le feu d'un combat. Et il semble que personne n'ait jamais su voir comment court vraiment un cheval. Des meilleurs au pire, tous les peintres ont représenté des chevaux aux jambes entièrement déployées, fondant l'air, comme l'a fait Théodore Géricault dans son fameux tableau des courses d'Epsom. Voilà. Voilà, tout le monde avait déjà vu des chevaux galoper et tous les peintres avaient représenté les chevaux au galop de cette façon, avec les jambes tendues en l'air comme ça, totalement déployées. Mais il se trouve qu'avec le développement de la photographie au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, on a pu se rendre compte que les chevaux ne courent absolument pas comme ça. Et là, Gombrich rajoute, peintres et amateurs avaient jusqu'alors persévéré dans la même erreur. Voilà. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que une fois cette découverte faite dans le domaine de la photographie, il y a eu beaucoup de peintres qui ont essayé d'appliquer cette découverte dans leurs tableaux, mais on a trouvé que ces mêmes tableaux manquaient de vraisemblance. C'est quand même sacrément surprenant. La nature doit correspondre et ressembler aux images auxquelles nous sommes habitués. Bon, là, c'est quand même un cas assez extrême, mais il ne faudrait pas croire que des erreurs comme ça, de ce type-là, soient des choses si exceptionnelles et si extraordinaires que ça, comme l'écrit Gombrich. D'une façon plus générale, vraiment, hein, tout ce qui va à l'encontre des conventions et de ce à quoi on est habitué, et que ce soit au niveau des formes ou des couleurs, on a tendance à le considérer presque comme une erreur. Et là, Gombrich prend d'ailleurs un exemple qui parle. Si vous considérez un enfant qui dessine les étoiles du ciel avec une forme d'étoile, genre comme ça, ça semble logique, mais pourtant ça n'a rien à voir, ou presque, avec ce qu'on voit vraiment dans le ciel. Enfin, ça se rapproche beaucoup plus de points lumineux en réalité. Et donc, vouloir à tout prix, dans un tableau, que par exemple le ciel soit bleu ou que l'herbe soit verte, c'est restrictif au plus haut point. Et Gombrich nous donne un conseil précieux d'ailleurs à ce sujet. Au lieu de se fâcher en voyant ciel ou prairie traduit par d'autres couleurs, il vaudrait mieux s'efforcer d'oublier tout ce que nous croyons savoir et de voir le monde comme s'il s'offrait pour la première fois à nos regards. Si nous faisons cet effort avec une entière bonne foi, important ça, nous pourrons fort bien découvrir que les choses sont sujettes à se présenter sous les couleurs les plus surprenantes. Or, les peintres savent parfois jeter sur le monde ce regard neuf. Ce qui est très important d'ailleurs dans ce passage aussi, c'est vraiment le être de bonne foi. Mais ça, en tout cas, oui, bon, à part ça, c'est vrai que les peintres réussissent sans doute parfois à réinterpréter et à voir et à nous faire voir le monde d'une façon nouvelle, d'une façon neuve. Et je serais presque tenté de dire que les peintres retirent presque un voile qui peut camoufler le monde. Alors un voile d'utilité ou pas, pour paraphraser l'expression de Bergson. Bon, là je voudrais rajouter quelque chose en revanche qui ne fait pas partie de cette histoire de l'art de Gombrich, parce que je pense, en tout cas j'espère que ça n'est pas trop illégitime d'en parler ici. Parce que c'est vrai que là, on parle quand même de la représentation du monde par les artistes, et donc par des points de vue subjectifs, donc différents et donc relatifs. Et donc ça nous mène à comprendre qu'il peut y avoir non seulement une relativité, et donc des différences, dans la représentation du monde en peinture ou en sculpture, c'est-à-dire que tandis qu'un peintre X va représenter d'une telle façon un objet, et un peintre Y va le représenter avec son pinceau, ce même objet d'une autre façon, bon, il y a une relativité dans la représentation, dans la technique de représentation du réel. Bon, ça tombe sous le sens, parce que tous les peintres ont leur technique, leur style, etc. Ok, mais ce que Gombrich nous dit aussi, c'est qu'il y a aussi une relativité dans la perception du réel. Et là, ça n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que on a tendance à penser qu'on voit tous la même chose de la même façon. Ah, alors ça, on a tendance à se dire que du rouge, c'est du rouge, et que tout le monde voit donc du rouge et voit le même rouge. Et ça, en fait, c'est largement faux. Alors, qu'est-ce qu'on en sait ? Pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est parce que si je dis cette couleur, c'est du rouge, bah oui, vous êtes d'accord.
on est tous d'accord pour dire c'est du rouge. Et si je vous dis que cette couleur c'est du bleu, vous êtes normalement aussi d'accord pour me dire que c'est du bleu. Ok. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous voyez avec vos yeux, enfin que ce que vous voyez avec vos yeux, c'est la même chose que ce que je vois avec les miens? En fait, qu'est-ce qui me prouve, par exemple, que vous ne voyez pas, par exemple, ce rouge-là, de cette façon, et que moi, je le vois comme ça, en fait? Alors, on dit tous les deux rouges, hein, face à ces couleurs-là, mais on ne voit pas exactement la même couleur. Alors moi personnellement d'ailleurs j'ai j'ai un petit problème parce que c'est-à-dire que je me suis brûlé l'œil droit quand j'étais plus jeune et je ne vois pas du tout de la même couleur avec l'œil droit et l'œil gauche, enfin, à peu près mais pas tout à fait. C'est-à-dire que bon, si vous me mettez du rouge à l'œil droit, bah, je vais vous dire c'est du rouge, si vous le mettez à gauche aussi, je vais dire que c'est du rouge. Mais je ne vois pas le même rouge avec mon œil gauche et mon œil droit. Alors vous pourriez rétorquer, oui bon, c'est un accident, etc. En réalité, et bon là on va faire un détour par la biologie, je suis désolé, mais ça en vaut la peine je pense. Il se trouve qu'au fond des yeux, au fond de nos yeux, il y a ce qu'on appelle la rétine. Et que sur cette rétine, au fond de la rétine, il y a ce qu'on appelle des photorécepteurs et qui nous permettent de voir. Il y a deux types de photorécepteurs, il y a les cônes et les bâtonnets. Et vraiment, les cônes et les bâtonnets, ils tapissent le fond de la rétine. Alors les bâtonnets, ça permet de voir la nuit, ils sont réceptifs quand il y a peu de lumière. C'est pour ça qu'on voit gris-noir dans la nuit. Mais il y a aussi des cônes. Et ces cônes-là, ils sont actifs et ils sont sensibles à la lumière et aux couleurs. Et ce sont eux, donc, qui nous permettent de voir les couleurs. Bon, ça, c'est chez l'humain. Mais si vous prenez un chien, par exemple, eh ben, il n'a pas du tout le même nombre de bâtonnets et de cônes au fond de l'œil. Et c'est pour ça qu'il voit d'une façon totalement différente de la nôtre. Ça ressemble à peu près à ça, ce qu'il voit. Voyez, c'est quand même largement différent. Juste à cause il n'y a pas la même formation biologique de l'œil. Les serpents, eux, ils ont carrément des capteurs différents des nôtres qui leur permettent de voir dans l'infrarouge. Nous, on n'est pas capable de voir l'infrarouge parce qu'on n'a pas de capteur à infrarouge dans nos yeux. Donc ça veut quand même dire qu'on ne pourra jamais faire l'expérience de la vision d'un serpent. Quand même. Parce qu'il faudrait se mettre dans la peau d'un serpent pour en faire l'expérience. Nous, du coup, humains, pour représenter ce que voient les serpents, on utilise des images avec des couleurs plein de rouge pour essayer de transposer, de transcrire, de traduire à peu près ce que voit un serpent. Mais sur l'image là qu'on voit ici, c'est du rouge qui est représenté, mais ça représente l'infrarouge, mais qui n'est pas de l'infrarouge, c'est du rouge. Bon, donc on voit déjà ici que dans le règne animal, la perception du réel est toujours relative. Mais on n'a même pas besoin, en réalité, de changer d'espèce, comme on l'a fait ici, pour comprendre que la perception du réel est toujours relative. Parce que, tout comme chaque personne est unique, avec son visage, sa voix, son allure propre, etc., nous sommes tous différents, et donc en plus, nous avons tous des yeux différents. Nous n'avons pas tous le même nombre de cônes et de bâtonnets. En moyenne, on a à peu près les mêmes, c'est vrai, mais c'est une moyenne. Il y a toujours une variation dans le nombre de ces cônes et de ces bâtonnets. Et il y a aussi une variation dans leur positionnement. Chaque œil est unique. Et ainsi, chaque perception du réel est unique. La perception du réel est toujours relative. Et là, il faut que je vous parle d'un cas extraordinaire. C'est celui des, si vous ne les connaissez pas, vous allez voir, moi je trouve ça dingue, c'est celui des papous de la tribu des Périnos. Alors juste avant que je vous parle de ce cas, juste hallucinant, il faut savoir qu'en réalité, pour voir les couleurs, ce qui entre en jeu, ce sont bien sûr donc les cônes et les bâtonnets qui tapissent le fond de la rétine, mais il y a aussi un autre élément qui entre en jeu dans la perception des couleurs, notamment, c'est la façon dont le cerveau traite et analyse les données qu'il reçoit par les cônes et les bâtonnets, enfin que les cônes et les bâtonnets lui fournissent. C'est-à-dire en gros que si vous prenez, on va supposer, si vous prenez deux personnes qui ont strictement les mêmes yeux, bon c'est impossible en pratique, mais on le suppose ici, donc avec le même nombre de bâtonnets et de cônes dans les yeux, donc vraiment les mêmes yeux. Bah, ces cônes et bâtonnets, ensuite, quand ils voient des couleurs, ils envoient des messages nerveux au cerveau. Et c'est le cerveau, dans certaines zones encéphaliques, qui va analyser toutes ces données et qui va projeter cette image dans notre conscience et dire bah, ça c'est du rouge et ça c'est du bleu. Ok. Mais si les deux personnes en question qui ont les mêmes yeux, donc même cône, même bâtonnet, au même endroit, bon, mais qui n'ont pas le même cerveau et n'ont pas donc la même façon de traiter l'information, et ben ils vont pas traiter de la même façon l'information.
Et là, ça pose un problème, parce que ça veut dire que les messages envoyés par les cônes et les bâtonnets sont les mêmes, mais ce que les deux personnes vont voir seront des choses différentes. Ça, c'est quand même troublant, ça. Et là, je vais pouvoir parler un peu donc, de ces papous de la tribu des Bérinos, qui est juste, je trouve ça fantastique. Parce que quand vous montrez ça à un membre de la tribu des Bérinos, donc ce cadre avec toutes ces couleurs, avec du rouge, du bleu, etc., et on pourrait s'attendre à ce que ce membre de la tribu nous dise que là, dans le cadre rouge, il y ait, je ne sais pas, du nol, par exemple, un mot qui voudrait dire dans sa langue rouge. Tout comme un anglais aurait dit que dans ce cadre-là, avec ces limites-là, il voit red, il voit du red, il voit du rouge. Mais en réalité, ce qui se passe quand on réalise l'expérience, c'est que les Bérinos nous sortent ça. Alors, là, il faut bien comprendre ce qui est représenté et la portée de ce que ça veut dire. Déjà, les couleurs qui sont sur ce cadre-là, dans ce deuxième cadre, enfin dans tous ces cadres ici, c'est pas important, elles sont pas bonnes. Tout comme quand on représente ce qu'on voit, enfin pardon, ce que voit un serpent, c'est pas ce qu'il voit. Le serpent voit de l'infrarouge, nous on n'est pas capable de percevoir l'infrarouge, donc on utilise du rouge. Du coup, on utilise du rouge pour se faire une idée très approximative de ce que peut voir un serpent, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il voit. Voilà, il faut bien comprendre que c'est à peu près la même chose. Les couleurs qui sont représentées là dans les cadres, on n'en sait vraiment rien, quoi. On a représenté leur nol en bleu, leur war en vert, mais on n'a juste aucune idée de la couleur du nol ou du war, parce que la seule chose qu'on sait, c'est que les Bérinos nous disent que dans tel cadre, ils voient du nol, que dans celui-là, ils voient du war, et que dans celui-là, ils voient du wap, etc. Et c'est là où la chose devient vraiment troublante, c'est que les cadres des couleurs perçues par les Bérinos ne recoupent pas et ne correspondent pas au cadre des couleurs que nous voyons, nous, occidentaux. Si les cadres, enfin occidentaux ou pas, mais si les cadres avaient été les mêmes, il n'y aurait eu aucun problème. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme si en anglais vous avez dit, ah ben dans ce cadre-là c'est red et là c'est blue. Non, là, ce qu'on a, c'est que les cadres ne se recoupent pas, et si vous prenez notre case orange, par exemple, eh bien, elle peut appartenir à du war ou à du mei. La case du nol, là, au centre, ça recoupe du vert, du bleu et du violet. Et c'est hallucinant ce que ça veut dire. Ça veut dire que, parce que ça veut dire que pour les Bérinos, là, leur nol, là, c'est la même couleur. C'est la même, tout ça, là, tout ce cadre, c'est la même couleur du nol. Alors que nous, on voit du vert, tout ça, on voit du vert, du bleu et du violet. C'est dingue. D'ailleurs, au passage, ce résultat très déroutant ne vient pas du fait que les Bérinos n'ont pas les mêmes yeux que nous, non. Ils ont à peu près les mêmes yeux que la moyenne des autres humains sur Terre. Non, c'est dans leur cerveau que ça se passe et que ça s'est passé. Et c'est dû à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et c'est dû au fait que chaque cerveau évolue au cours de la vie d'un individu de façon unique. Bref, en tout cas, et là je paraphrase un article à ce sujet que je mettrai en description, la représentation visuelle du monde qui nous entoure est le fruit d'une construction cérébrale propre à chacun et où les composantes linguistiques et culturelles sont essentielles. Voilà. Tout comme d'ailleurs les Inuits ont à peu près 50 mots, une cinquantaine de mots, je pense, quelque chose comme ça, et pour décrire la neige. Là où nous, on en a juste un, on a un mot, voilà, la neige. Ça révèle quand même à quel point quand même, ils peuvent voir des nuances qui pour nous sont quasiment imperceptibles. Bon, c'était une assez longue digression, j'espère que vous saurez m'en excuser, pardon. Mais tout cela, c'était pour soutenir quand même le fait que la perception du réel est toujours relative. Nous ne voyons pas la même chose. Personne ne voit la même chose. Alors, et même si on utilise un vocabulaire identique dans une même langue et qu'on se dit instinctivement qu'on fait une expérience similaire des couleurs en général, eh ben, non, il y a toujours des décalages plus ou moins importants et plus ou moins extrêmes. Bon, on va en revenir à Gombrich, à cette citation que je vais relire encore une fois pour se remettre dans le bain. Au lieu de se fâcher en voyant ciel ou prairie traduits par d'autres couleurs, il vaudrait mieux s'efforcer d'oublier tout ce que nous croyons savoir et de voir le monde comme s'il s'offrait pour la première fois à nos regards. Si nous faisons cet effort avec une entière bonne foi, j'adore cette phrase, nous pourrons fort bien découvrir que les choses sont sujettes à se présenter sous les couleurs les plus surprenantes. Or, les peintres savent parfois jeter sur le monde ce regard neuf.
Le problème, en revanche, qui arrive, c'est que ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple que ça de se défaire de toutes ces idées préconçues, non seulement pour le spectateur, mais aussi et surtout pour l'artiste. Mais les artistes, je veux dire, mais les artistes qui arrivent à faire ça, ceux qui arrivent à sortir de ces a priori, alors là, et si en plus ils sont géniaux, alors là, mais ça peut donner des résultats époustouflants. Et là, il faut que je vous cite Gombrich parce qu'il le dit merveilleusement bien. Ce sont ceux-là qui nous apprennent à découvrir dans la nature des beautés nouvelles que nous n'aurions jamais soupçonnées. Instruit par eux, notre regard percevra dans le paysage quotidien un caractère fantastique auquel l'habitude nous empêchait d'accéder. Voilà. Et il ajoute aussi, il n'est pas pire obstacle à notre compréhension des grandes œuvres d'art que notre refus de répudier habitudes et préjugés. On condamne souvent un tableau qui représente un sujet familier d'une façon inattendue, sans autre motif que ce caractère insolite. Plus nous avons vu de représentations d'un même sujet, plus nous sommes convaincus qu'on ne peut pas, dans la manière de le traiter, s'écarter de la tradition. Voilà, ça, là, c'est vraiment la pire des choses en art, c'est de se dire « Ah ouais, là, ça sort de la tradition, c'est pas bon ». Et il y a d'ailleurs un sujet en particulier, dans l'histoire de l'art qui a été le lieu de la cristallisation de ces problématiques et de ces tensions, puisqu'on parle de tradition, c'est la représentation des sujets bibliques et donc du religieux. La religion qui peut être perçue à certains égards comme un avatar de tradition. Et ce qui est amusant d'ailleurs quand on s'intéresse à ça, et Gombrich le dit très bien, c'est que on n'a aucune description physique de Jésus, ni même surtout de Dieu, puisque ça n'a pas lieu d'être d'ailleurs dans les écritures religieuses, dans les saintes écritures. Pourtant, on en a une image quand même assez bien présente et ancrée dans l'esprit. Et cette image qu'on a en tête, elle vient tout simplement de la représentation des artistes du passé, mais qui ont totalement imaginé et créé eux-mêmes ces visages, mais qui sont devenus dorénavant comme une norme. Et on est très largement accoutumé et habitué à ces images qui sont, en revanche, mais qui sont néanmoins des créations artistiques du passé. Et même si on sait cela, même si on a bien conscience que ce sont effectivement de pures créations humaines et artistiques qui ont traversé les âges et qui sont devenues traditionnelles, eh bien si un artiste s'écarte de cette représentation traditionnelle, eh bien au mieux ça dérange, même inconsciemment, mais au pire, ça peut être considéré comme blasphématoire. Et là, on voit à quel point l'accoutumance à une tradition dans la représentation peut être pernicieuse. Parce que ça représente, pour le spectateur, mais aussi pour l'artiste, un enfermement de l'esprit qui est tellement dommage. C'est tellement dommage et ça nous gâche notre expérience de spectateur. Et ça, dans l'histoire de l'art, encore une fois, mais on en a vu, mais tout le temps, des artistes se faire rembarrer par un public irréfléchi parce que leur œuvre ne correspondait pas à la tradition des représentations. Et là, je vais céder la parole à Gombrich, qui nous raconte une anecdote, parmi tant d'autres d'ailleurs, mais qui illustre quand même très bien ce cas, c'est le cas du Caravage et de son Saint Matthieu. Alors, le Saint Matthieu est typique à cet égard, et le scandale suscité vers 1600 par Caravage, peintre extrêmement audacieux qui révolutionna l'art italien. Il avait reçu mission de peindre un Saint Matthieu pour une église romaine. Le saint devait être représenté écrivant son évangile et, pour exprimer que l'évangile est parole divine, un ange devait être figuré aux côtés du saint, guidant son inspiration. Caravage, jeune artiste intransigeant, à l'imagination fertile, chercha à s'approcher le plus près possible de ce qu'avait pu être un pauvre et vieux travailleur, un modeste péager, placé tout à coup devant la tâche de faire par écrit le récit d'événements solennels. Il peignit son Saint Matthieu, voilà ici, chauve, jambes nues, les pieds couverts de poussière, serrant gauchement contre lui le lourd in-folio, fronçant le sourcil, concentré dans un effort qui ne lui est pas familier. À côté du saint, l'artiste a peint un ange dont la jeunesse semble arriver tout droit des cieux et qui guide avec douceur la main maladroite du vieillard. Lorsque le tableau fut livré à l'église dont il devait orner un autel, il fit scandale, et on crut y voir un manque de respect pour l'évangéliste.
La peinture fut refusée et Caravage dut recommencer. Cette fois, il évita tout risque en s'en tenant strictement aux conventions admises, quant au dehors d'un ange ou d'un saint. Voilà, c'est a donné ce tableau-là. Il en est tout de même résulté un bon tableau, car Caravage s'était forcé de le rendre vivant et attachant, mais nous sentons bien que cette œuvre est moins honnête, moins sincère que la première. Voilà cette anecdote. Et là, on comprend à quel point les critiques, historiquement, ont été et sont encore nuisibles et dangereuses quand elles sont juste rattachées à des préjugés et à des dispositions d'esprit irréfléchies. Mais cette anecdote du Caravage nous montre aussi autre chose, et là je vais reciter encore un peu Gombrich. Ce que nous nommons une œuvre d'art n'est pas le produit d'une activité plus ou moins mystérieuse, mais bien un objet fait de main d'homme pour l'usage d'autres hommes. Accroché au mur du musée, protégé contre la curiosité trop directe du visiteur, un tableau prend un caractère abstrait et comme lointain. Pourtant, à l'origine, il avait été fait pour être examiné de près, pour être pris en main, pour être marchandé. C'était un objet de convoitise, à l'occasion même un sujet de dispute. Et ça, je trouve que ça remet bien les choses en place. Ça met les points sur les... La plupart des tableaux qu'on voit dans les musées, bon, pas ceux d'art moderne, hein, mais la plupart des tableaux historiquement ou des sculptures n'ont jamais été faites pour se retrouver dans des musées. Ces mêmes musées qui, en plus, comme le dit Gombrich, donnent aux œuvres ce caractère abstrait et lointain. Et là, on comprend qu'il y a sans doute un risque énorme de dénaturation des œuvres, presque même une altération de leur nature. Parce que faire abstraction du contexte dans lequel telle ou telle œuvre a été créée, mais ça nous retire toute la portée, en tout cas une portée d'interprétation et de compréhension de l'œuvre en question. Chaque œuvre, tableau ou sculpture a été réalisée, comme avec le cas du Saint-Mathieu de Caravage, a été réalisée pour une occasion particulière, à un endroit précis et dans un but précis aussi. Bon alors à côté de ça, il faut aussi bien avoir en tête, comme le souligne Gombrich, que toutes ces notions et toutes les notions de beauté ou d'expression que la plupart des spectateurs d'ailleurs ne savent pas très bien préciser si on leur demande de leur expliciter, c'est toujours une espèce de grand flou avec l'utilisation de mots gros comme des maisons. Toutes ces notions que beaucoup de spectateurs utilisent invariablement, eh bien la plupart des artistes ne mettent absolument pas ça en avant dans leurs œuvres, ou du moins ils ne s'en soucient pas comme le font les spectateurs critiques et un peu irréfléchis. Et là je cite Gombrich sur... Bon là c'est encore un long passage, parce que c'est quand même sacrément bien écrit. Alors le fait que ces notions de beauté ou d'expression sont rarement mises en avant par les artistes, voilà, donc ceci s'explique en partie du fait de la réserve du véritable artiste qui sentirait le ridicule de mentionner l'expression de ses sentiments et autres banalités. Pour lui, il n'y a pas lieu de s'appesantir sur ce qui va de soi. C'est déjà là une bonne raison, mais il en existe une autre. Parmi les soucis quotidiens de l'artiste, ce genre d'idée générale joue un rôle beaucoup moins important qu'on ne le croit, semble-t-il, dans le grand public. Ce qui fait le souci de l'artiste lorsqu'il imagine son tableau, lorsqu'il fait son esquisse, lorsqu'il se demande si son œuvre a atteint son point d'achèvement, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat à traduire par des mots. Peut-être se demande-t-il tout simplement si cela va comme ça. Et c'est seulement quand nous aurons bien compris la signification de cette question, si cela va comme ça, si simple, si vague en apparence, que nous commencerons à saisir de quoi il s'agit vraiment. Et là, je continue de le lire parce que c'est génial ce qui va être dit ici. Pour pénétrer cette espèce de mystère, je crois que notre propre expérience peut être de quelque secours. Point n'est besoin d'être artiste de fait, ni même d'intention, pour être confronté avec des problèmes du même ordre que ceux dont est faite la vie du peintre ou du sculpteur. Je serais même tenté de dire qu'il serait difficile de trouver quelqu'un qui n'eût quelques notions, si modeste fût-elle, de ce genre de problème. Quiconque a jamais arrangé une gerbe de fleurs pour la présenter sous son meilleur jour sait ce que c'est que de répartir les couleurs, d'enlever ici pour rajouter là, en un mot, d'équilibrer des formes et des couleurs sans trop savoir précisément quelle sorte d'harmonie il poursuit. Je trouve ça extraordinaire. Je vais juste relire ce passage.
en un mot, d'équilibrer des formes et des couleurs sans trop savoir précisément quelle sorte d'harmonie il poursuit. Il continue, nous sentons bien qu'une tache rouge ici ou là change tout, que ce bleu, qui est beau en lui-même, ne va pas avec les autres, que telle petite branche verte heureusement disposée vient parfaire l'équilibre. C'est bien, il ne faut plus toucher. Pour quelque autre, il s'agira du choix d'une ceinture qui convienne à tel vêtement, ou plus trivialement de la présentation d'un rôti sur un plat. Si menu soit le problème, nous avons tout de même le sentiment que peu de choses suffit à détruire l'équilibre et qu'il existe une disposition préférable à tout autre. Je trouve que c'est là l'un des plus beaux passages de cette introduction, en mettant en parallèle comme ça l'artiste dans ses soucis d'artiste et l'homme commun, enfin l'homme qui n'est pas artiste en tout cas. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que celui ou celle qui passe des heures et des heures à bien faire un bouquet de fleurs ou à chercher la bonne ceinture, qui paraît un peu taré et maniaque comme ça de prime abord, mais quand il s'agit d'un artiste et de son œuvre, mais alors là, c'est souvent l'essence même du travail de l'artiste. Gombrich dit de lui d'ailleurs, de l'artiste d'ailleurs, qu'en matière de disposition des formes et des couleurs, l'artiste est difficile à l'extrême. Mais sauf qu'en plus de cet extrémisme, eh bien, il se trouve que comparé à juste un type qui cherche la bonne couleur de chaussures, il peut en avoir 5 ou 6, le peintre, lui, il a à sa disposition une palette quasiment infinie de couleurs. Et puis alors les formes, on n'en parle pas, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et Gombrich écrit ceci, sur la toile, ce sont des centaines de nuances et de formes qu'il s'agit d'amener à leur point d'équilibre. Amener à un point d'équilibre des centaines de nuances et de formes. Le travail que ça demande en réflexion, en tâtonnement, en modification, mais c'est juste délirant, c'est délirant. D'autant plus qu'un peintre peut passer un temps hallucinant à s'acharner à réaliser des modifications minimes qui seront à peine vues et perceptibles par le spectateur lambda. Et là, Gombrich mentionne d'ailleurs un célèbre tableau de Raphaël, c'est la Vierge dans la prairie avec Jésus et Saint Jean. Alors voilà, ici. Alors on pourrait se dire que Raphaël a travaillé comme un forcené pour atteindre surtout cette expression si touchante, ce regard si doux de la Vierge, mais en réalité, quand on regarde les croquis de Raphaël, voilà, qui sont ici, on se rend bien compte que son véritable problème, ce qu'il a le plus obsédé, ça a surtout été l'équilibre entre les figures, pour que ce soit le plus harmonieux possible. Il a pensé d'abord à faire un Jésus qui s'éloigne de sa mère, puis il a tourné Jésus dans l'autre sens, il a donné plusieurs positions à la tête de la mer pour balancer le mouvement de l'enfant. Finalement, il a carrément introduit un autre personnage, le petit Saint Jean. Mais à ce moment-là, Jésus regarde le spectateur, il se détourne de Saint Jean. Et là, on voit juste un croquis. Hein. Il y en a beaucoup plus que ça. Bon. Et comme Gombrich l'écrit, c'est quand même... C'est passionnant et touchant aussi, je pense, de voir comment un artiste a essayé de parfaire l'équilibre de son œuvre. Mais là, je cite Gombrich qui le dit mieux que moi, si, parce que ça c'est quand même très drôle, mais si nous lui demandions donc à l'artiste les raisons de telle ou telle modification, peut-être serait-il bien incapable de nous répondre. Loin de suivre des règles établies, il suit l'inspiration du moment. Voilà, l'inspiration du moment. Tout comme nous, avec le rôti sur l'assiette, là, qu'on essaye de bien présenter, ou le bouquet de fleurs qu'on essaye de bien organiser, il s'agit encore de la même chose. Et je cite à nouveau ce passage de Gombrich, il s'agit, je trouve cette phrase fantastique, il faudrait l'écrire partout, il s'agit d'équilibrer des formes et des couleurs sans trop savoir précisément quelle sorte d'harmonie on poursuit. Bon, oui, certes, mais à côté de ça, on pourrait se dire aussi que quand même, il y a des règles de l'art qui ont été historiquement formulées à travers l'histoire de l'art, justement, et que ce sont les artistes eux-mêmes, et les critiques aussi, qui se sont efforcés de les formuler, ces règles. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. Si vous prenez un artiste médiocre, comme il s'appelle Gombrich, qui suit scrupuleusement les règles, ça ne donnera jamais un résultat incroyable. En revanche, si vous prenez un artiste génial, qui lui transgresse les règles, pour atteindre des harmonies nouvelles et inexplorées, là, ça peut être l'occasion de voir émerger des chefs-d'œuvre. Mais vraiment des chefs-d'œuvre. Par exemple, au XVIIIe siècle, vous avez Joshua Reynolds, alors, là, qui disait à tous ses élèves de la Royal Academy quand même, hein, que le bleu, donc il leur disait, le bleu ne doit jamais être employé pour
les premiers plans. Ça veut dire en gros ce qui est le plus proche du spectateur dans le tableau. Et bien vous avez Thomas Gainsborough, donc c'est un rival de Reynolds à l'époque, qui voulait prouver à quel point, enfin c'est d'une inanité crasse ce genre de règles édictées comme ça. Et il a peint son fameux Blue Boy que voici, avec son costume bleu qui éclate comme ça au premier plan et qui contraste complètement avec l'arrière-plan. En fait, c'est juste impossible d'édicter comme ça des règles de l'art, qu'il faudrait suivre et appliquer toujours. Parce que le plus souvent, les artistes, en plus, surtout quand ils sont géniaux, sont imprévisibles, non seulement dans leur dessin avec un I, mais aussi dans leur dessin avec un E. Pour autant, cependant, ça ne veut pas dire qu'on peut affirmer et poser comme ça sur la table un relativisme absolu. Dans le sens où, même si on ne peut pas exprimer par des mots et du vocabulaire, on ne peut pas exprimer par des mots le degré de perfection d'une œuvre d'art, comme l'écrit Gombrich, on peut quand même discuter des œuvres, on peut discuter de leur réalisation et on peut les comparer aussi. Et peut-être même qu'on peut en arriver à établir une hiérarchie dans les productions artistiques. Alors ce mot de hiérarchie peut faire hérisser les poils et est à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, c'est drôle parce que ce sont parfois les mêmes personnes qui critiquent certaines œuvres modernes en disant « Ah, ben ça, c'est pas de l'art, c'est du grand n'importe quoi ». Et quand on leur évoque simplement à ces mêmes personnes l'idée que puisse exister une hiérarchie entre les productions artistiques, alors là, tout d'un coup, ils s'offusquent en sortant cet adage et ce proverbe qu'on connaît tous « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». Certes, mais ce qui me plaît ne plaît pas forcément à mon voisin, et réciproquement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais comme l'écrit bien Gombrich, il ne faudrait pas en déduire qu'on ne peut pas éduquer le goût. On peut éduquer le goût. Ça, c'est un message très important de Gombrich. Et on pourra discerner les bonnes œuvres des moyennes, des mauvaises, quoi, voilà. Et ça, on le voit très bien, avec le café, le thé ou le chocolat, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure. Mais c'est la même chose qui se passe avec les œuvres d'art, bon, sur un autre degré, bien sûr, et dans un autre domaine, autre matière. Et là, je vais juste prendre une phrase de Gombrich quand il parle des vins. Ce n'est que par cet affinement de la perception que l'on pourra pleinement apprécier les crus les plus rares. Alors bien sûr, ce qu'on appelle le goût artistique, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus complexe que ça. Hein, et éduquer son goût, ça demande du temps et un effort. Il ne faut pas croire que c'est immédiat ou inné. Non, ça prend du temps et de l'effort d'éduquer son goût. D'autant plus que quand on sait le temps, oui, ça c'est vraiment un message qu'il faut aussi, je pense, garder en tête, c'est que quand on sait le temps qu'ont passé la plupart des artistes sur leurs œuvres, on peut même parfois dire qu'ils ont sacrifié une bonne partie de leur existence pour transmettre et produire ce qu'ils voulaient transmettre, eh ben on peut quand même s'efforcer, nous en tant que spectateurs, de leur donner un peu de notre temps plutôt que de juger à l'emporte-pièce telle ou telle œuvre dont on dit si facilement « Ah bah ça, c'est pas de l'art, ça me parle pas, ça me plaît pas », et on passe comme ça à côté peut-être d'un chef-d'œuvre dont on aurait pu tirer une jouissance profonde et sincère, et juste par un manque d'effort, voilà, c'est sans doute dommage. On n'a pas consacré le temps nécessaire. En tout cas, les grandes œuvres, comme l'écrit Gombrich, une fois qu'on est familiarisé avec elles ont cette caractéristique, qui sont parfois communes, bien souvent, d'être inépuisables et imprévisibles. Chaque fois qu'on retourne vers elles, on découvre quelque chose de nouveau. Alors ça paraît un peu bateau, hein, dit comme ça, mais c'est pourtant majoritairement vrai. Quand vous revenez à une œuvre d'art, enfin je veux dire un vrai chef-d'œuvre, hein, que vous aviez apprécié une première fois, quand vous revenez à cette œuvre des mois ou des années plus tard, une fois que vous avez vécu, que vous avez vu d'autres choses, et bien que vous revenez à cette œuvre en question, ça n'est plus tout à fait la même, enfin, elle ne vous fait plus tout à fait la même impression. Et le goût qu'a votre expérience de spectateur, pas le goût artistique, hein, mais je veux dire, le goût, je veux dire, la couleur, la teneur de votre expérience quasiment corporelle et visuelle en tant que spectateur, elle a changé. Elle a changé, et elle a changé souvent. Parce que sans doute, nous avons, et nous changeons aussi, nous avons changé et nous changeons. L'œuvre est restée la même, mais notre perception et notre interprétation, et ce que l'on peut en tirer, ce que l'on peut tirer de l'œuvre en question, ça a changé. Mais il faut bien aussi avoir en tête qu'on ne peut revenir à une œuvre d'art et en tirer sans cesse quelque chose de nouveau, que aussi, si cette œuvre d'art-là est une œuvre géniale, est un chef-d'œuvre, voilà,
C'est juste si c'est un chef-d'œuvre. Et Gombrich, d'ailleurs, ajoute ceci à son propos. L'essentiel réside peut-être en ceci, qu'il faut les aborder, donc les œuvres, avec un esprit non prévenu, prêt à saisir la moindre allusion et à faire écho à l'harmonie la plus cachée, avec un esprit libéré, surtout, des grands mots et des phrases toutes faites, Il vaut beaucoup mieux tout ignorer de l'art que de posséder cette sorte de demi-savoir qui fait le faux connaisseur et le snob. Et ça, c'est tellement vrai. Le nombre de personnes qui vous sortent tout fiers, oh ça c'est Raphaël, c'est admirable, ou tout comme au concert classique, ils vous sortent, ah Mozart, mais quel génie. Et après, si vous discutez 2 secondes avec eux, vous comprenez qu'il n'y en a pas lourd dans la balance, mais surtout qu'ils n'ont rien ressenti devant l'œuvre et qu'ils se sont ennuyés de bout en bout. Mais ça, c'est, comme l'a dit Gombrich, c'est le pire stade auquel on pourrait arriver. Et là, on se rapprocherait des Philistins de la culture, comme les définit Hannah Arendt. Bon, c'est pas le sujet, hein, mais en tout cas, voilà, il vaut beaucoup mieux, sans doute, tout ignorer de l'art, que de posséder, comme l'écrit Gombrich, cette sorte de demi-savoir qui fait le faux connaisseur et le snob. Ça, ce demi-savoir et faire le faux connaisseur, pardon, c'est juste jouer des apparences pour se montrer sous son meilleur jour. Et c'est faire de la frime à 3 francs 6 sous, quoi. Enfin, mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Parce que quand on s'enferme dans ce demi-savoir, eh bien le plus souvent, tout ce qui sort, enfin tout ce qui en sort, tout ce qui est étranger à ce demi-savoir, on le répugne et on dit de lui, de façon presque catégorique, ah ça c'est pas de l'art, en jouant le spécialiste et le connaisseur. Et on en finit même parfois, et ça c'est tellement dommage, on en finit parfois par discréditer rationnellement et verbalement certaines œuvres qu'on aime sincèrement et qui nous touchent au plus profond de notre être. Mais juste parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de demi-savoir qu'on a en tête, on les répugne. Et à côté de ça, parallèlement, on fait l'éloge d'œuvres auxquelles on n'est absolument pas du tout sensible, juste parce que c'est la norme et que ça correspond bien à ce demi-savoir gombrichien, si je peux faire un néologisme. Alors voilà, là on s'enferme et on n'avance pas, quoi. Là c'est la défaite de la pensée par excellence, c'est la mort de la pensée. C'est la pire chose à faire sans doute, c'est d'une hypocrisie et d'une superficialité crasse. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Voilà, en tout cas, et c'est aussi une leçon qui transparaît dans cette introduction de Gombrich, sans doute faut-il faire preuve aussi d'humilité face à certaines œuvres, même si on ne les apprécie pas. Et c'est sans doute aussi qu'il faut faire des efforts. Sans doute aussi qu'il faut aiguiser notre sensibilité et éduquer notre goût. Éduquer le goût. Et c'est justement ce fabuleux voyage d'apprentissage et d'éducation du goût que nous propose Gombrich, sans aucune prétention de sa part, d'ailleurs, dans cette œuvre magistrale. Alors maintenant, je vais vous lire les dernières phrases de cette introduction de l'histoire de l'art de Gombrich, qui sont d'une sincérité et d'une ouverture d'esprit que je trouve touchante, poignante et éclairante. Alors, juste avant le passage que je vais vous lire, il disait « Aucune méthode n'est sans danger pour aborder une œuvre d'art. Mais on rencontre parfois dans un musée de ces gens qui, catalogue en main, ne s'arrêtent devant une peinture que le temps d'en trouver le numéro, donc sur le catalogue, d'en lire le titre et de le cocher pour poursuivre comme des maniaques. Cela pourrait tout aussi bien rester chez eux car ils ne font pratiquement rien que collationner leur catalogue sans regarder quoi que ce soit. Ceux qui ont acquis une certaine connaissance de l'histoire de l'art sont parfois exposés à un danger du même genre. Devant une œuvre, ils ne s'arrêtent pas pour la contempler, mais ils cherchent dans leur mémoire l'étiquette appropriée. Ils peuvent avoir vu ici ou là que Rembrandt est fameux pour son clair-obscur. Oh, quel admirable clair-obscur, murmure-t-il en hochant la tête chaque fois qu'il voit un Rembrandt. Puis il passe au tableau suivant. Je tiens à signaler ce danger, car nous sommes tous susceptibles de succomber à des facilités de cet ordre. Je ne voudrais à aucun prix que cet ouvrage puisse contribuer à favoriser ce genre d'incompréhension. Je voudrais qu'il aide les yeux à s'ouvrir et non les langues à s'agiter. Bavarder sur l'art à tort et à travers n'est pas chose très difficile, car à force d'être employé, le vocabulaire de la critique a perdu beaucoup de sa précision. Porter sur un tableau un regard neuf
et s'efforcer d'en faire la découverte est chose beaucoup plus difficile, mais entraîne à coup sûr une récompense dont le caractère imprévu n'est pas le moindre attrait. Alors voilà comment s'achève cette introduction de Gombrich. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, voilà, et qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est parti.